Ça va bien, merci. Et toi? Salut à tout le monde de chat, j'espère que vous allez bien. Ça va bien aussi, ça va Moi, bien. ça va super. J'espère que tout le monde va bien aussi. Donc là, on se retrouve pour le premier épisode de Passion et Parcours. L'idée du podcast, c'est en fait de partager les réalités et les expériences de différents corps de métier. Et aujourd'hui, on va parler ligne de code, on va parler éditeur de code, on va parler développement web et d'applications. Et mobile, il ne faut pas oublier mobile. Donc, on peut enchaîner directement sur les questions si vous êtes prêts. Parce que j'ai préparé une petite liste de questions. On va partir sur ça. Oups, on dit que quelqu'un a bugué. C'est bon, vous m'entendez toujours? Ouais, je t'entends. Ouais, on t'entend bien. Ok. C'est ok, d'accord. Donc, on va commencer par présenter votre parcours académique et professionnel jusqu'à présent. Alors. Qui veut commencer? D'accord. Je peux commencer, hein? Vas-y. Ok, d'accord. Donc, moi, j'ai un bac scientifique et économique social. Donc, j'ai un bac français, maths, physique et en géopolitique. Donc, actuellement, je suis en 3e année de génie logiciel en alternance, c'est-à-dire que je suis en entreprise tout ce qui est en journée et l'après-midi ou la soirée, je suis à l'université pour compléter ma formation. Donc, voilà à peu près mon parcours académique. Et pour mon parcours professionnel, j'ai eu à faire un stage lorsque j'étais en seconde, un stage en architecture. Là, ma 3e année, je suis actuellement en stage aussi dans une entreprise dont je ne vais pas dévoiler les noms pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Et en 2e année aussi, c'est-à-dire l'année dernière, en 2e année de licence, j'ai réussi à faire un stage de 2 mois dans une entreprise assez secrète dont je ne vais pas dévoiler aussi le nom. Donc voilà tout ce qui concerne mon parcours académique et professionnel. Ok. Beaucoup. Oui, moi aussi j'ai eu un baccalauréat scientifique ici au Sénégal. Et actuellement, je suis en 3e année de licence génie logiciel. Et en ce qui concerne mon parcours professionnel, j'ai eu à travailler sur plusieurs projets, notamment en freelance. Et j'ai eu à faire aussi des stages en développement de transmission numérique sur certaines entreprises, dont l'un est contenu par l'État. Et actuellement aussi, je suis dans une autre entreprise dont je ne peux pas dévoiler sa structure en région de sécurité. Et je suis en stage pour le développement d'une QoS, d'une quality of service en fait. Ouais, c'est ça. Ok, les gens qui travaillent à la CIA et qui ne peuvent pas dévoiler leur entreprise. Pareil pour moi, du coup, je suis aussi en fin de licence génie logiciel, comme vous, parce qu'on est au final tous dans la même classe. Et pareil, en 2e année, j'ai eu à travailler à faire un stage plutôt, dans une entreprise dont je ne vais pas dévoiler le nom du coup. Et là, du coup, on se retrouve tous en alternance cette année pour valider en guillemets notre dernière année. Et en parallèle, moi, pareil, comme beaucoup, je travaille aussi en freelance pour une entreprise dont je ne vais pas dévoiler le nom, et principalement avec des clients que je trouve en ligne. Ok, du coup, on va enchaîner sur la 2e question directement. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'informatique? Je choisis la personne qui va répondre à la question. Donc, on peut laisser le choix. Je vous laisse choisir vous-même. Ok, donc je vais commencer. Donc moi personnellement, j'ai toujours été fasciné par la façon dont la technologie peut résoudre les problèmes et améliorer la vie des gens. Donc c'est ce qui m'a motivé à me lancer dans l'informatique pour explorer son potentiel et contribuer à créer des solutions innovantes. Et de plus, depuis ma jeunesse, j'ai toujours été à l'aise avec tout ce qui est technologie et numérique. J'étais plus à l'aise que certains autres enfants du même âge que moi à l'époque. Donc ceci m'a permis de savoir que bon, c'était un domaine qui était à peu près fait pour moi et de me lancer dans la grande aventure du développement d'applications. Ok. Et moi, en ce qui me concerne, c'est comme Nathan aussi, j'ai toujours été fasciné par la façon dont la technologie peut améliorer la vie des gens.
créer quelque chose de nouveau et voir des utilisateurs ou bien d'autres personnes en profiter. Et ça, c'est incroyablement gratifiant en fait. Et que peut-être aussi quand nous étions encore plus jeunes, nos parents nous donnaient aussi des machines. Vous vous souvenez bien des anciennes machines, les Dell, les ordinateurs lourds là. Oui, on était tout le temps sur les technologies nouvelles, les jeux, YouTube et autres choses en fait. Et c'est ce qui nous a poussé à faire l'informatique en fait. Et ça nous permet aussi de changer nos idées et de changer notre façon de penser en résolvant des problèmes déjà. C'est déjà quelque chose de très bien. Voilà. Je crois que là, par contre, on se rejoint tous sur le même point, c'est que petit, on avait cet ordinateur-là qui était au salon, on va dire généralement. Gros ordinateur qui était au salon, qu'on passait tout notre temps dessus. Des heures et des heures dessus. Ce qui nous a conduit au final à nous retrouver dans l'informatique. Et ça nous a gâté les yeux. Maintenant, on nous regarde là. On nous regarde comme des surhommes depuis. Les yeux là, ça a changé. Voilà. Vieux avant l'âge, genre, écoute. C'est ça. Jusqu'à présent, dans votre parcours, quelle a été votre plus grande réalisation? Genre un projet sur lequel vous avez eu à travailler, que ce soit en stage ou juste en freelance. Quelle a été votre plus grande réalisation, le projet dont vous êtes le plus fier jusqu'à maintenant? Bon, moi, pour ma part, je tiens à le préciser, je suis pas en freelance, donc je me concentre principalement sur mon activité scolaire. Donc moi, le projet dont je suis le plus fier présentement, c'est une application de gestion de finances que j'ai eu à développer, notamment cette année. Donc j'ai remarqué que les étudiants avaient des problèmes à gérer leurs finances. C'est-à-dire que nous nous retrouvons au 15 du mois et tu entends souvent tes potes te dire que est-ce que tu peux me prêter des sous parce que voilà, je suis un peu limite pour finir le mois. Et donc j'ai remarqué que c'était un problème. Déjà, c'est à ça que sert l'informatique. Tu rencontres un problème et tu essaies de développer une solution pour aider le plus grand nombre de personnes. Donc j'ai remarqué que les étudiants avaient des problèmes à gérer leurs finances. Donc j'ai développé une application qui permet aux étudiants, pas forcément des étudiants, ça peut être n'importe qui, des salariés ou n'importe quelle autre personne qui sait qu'il a des problèmes pour gérer ses finances. Donc la personne peut rentrer les dépenses qu'il a eu à faire au cours de la semaine ou de la journée, ça dépend de sa fréquence à lui. Ensuite, en fonction des dépenses qu'il rentre, il va rentrer également la somme des dépenses qu'il a eu à faire. Et en fonction de ça, il va rentrer aussi les entrées d'argent qu'il a, c'est-à-dire son salaire, s'il a eu des primes de voyage, des primes, etc. Il les rentre. Et l'application, c'est une application assez intelligente, donc elle va faire la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses pour t'afficher sur un dashboard la courbe d'évolutivité de tes dépenses. Donc si tu es dans le rouge, c'est que tu dois revoir ta façon de gérer tes finances. Si tu es dans le vert, on va dire que tu gères assez bien tes finances. Donc voilà quel a été le projet dont je suis le plus fier présentement, pour ma part. Ok, je crois que on a tous les deux, beaucoup, mais moi, eu la chance de le voir. Je sais pas, vous aurez peut-être pas la chance de le voir tout de suite, mais on verra peut-être par la suite si on vous fait une démo de cette app. Et toi, beaucoup de ton côté, quelle a été ton appli? L'appli dont tu as été? Ouais, comme je l'ai précisé tout au début, je travaille sur des projets en freelance. Et par exemple, sur l'un des meilleurs projets que je travaille, c'était un task manager, c'est-à-dire une application de gestion de tâches. Et par exemple, qu'est-ce qui permet de faire? Bon, si par exemple un entreprise a besoin de cette application, il n'a qu'à par exemple de télécharger au niveau de Play Store ou bien de App Store. Et qu'est-ce qu'il fait? Là-bas, il commence à planifier les tâches. Par exemple, si l'équipe de développement de l'entreprise a besoin de faire des sprints, de créer des sprints en Scrum, comme par exemple créer une durée de travail pendant 4 semaines ou autre chose, il n'a qu'à entrer dans l'application et créer les différentes tâches à faire et suivre l'évolution en fait sous forme de pourcentage, comme ce qu'on appelle les project progress. C'est-à-dire, il peut il peut déjà accomplir certaines tâches à 80% ou bien à 75%. Et tout ça, l'application va vous le montrer. Et aussi, des tâches qui ont été déjà complétées, c'est-à-dire à 100%. Et l'application aussi permettait il y avait
ce qu'on appelait les chat groups, c'est-à-dire les discussions individuelles et en groupe. Et lorsqu'une tâche est créée et qu'on affecte la tâche à un utilisateur de l'application, ça va lui envoyer une alerte pour lui dire, bon, toi, on t'a créé une tâche où tu dois développer la partie front de cette API ou bien développer une API ou autre chose, et ainsi de suite, en fait. Et les processus d'authentification, c'était top et autre chose. Ok. Pour l'instant, c'est un peu ça. Okay. Ça, par contre, j'ai pas eu la chance de voir ça en démo. Peut-être après, je te demanderai ça en démo pour voir juste à quoi ça ressemble. Ouais, j'ai fait le prototype, je pense, avec Figma ou quelque chose comme ça. Ok, chill. Par contre, je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que tu nous sortes notre fameux Airstruct. Airstruct, ça viendra pour la partie innovation pour l'instant. Airstruct, c'est encore de notre niveau. On n'est pas encore là-bas. Ok, du coup, je vais te laisser répondre à ma place sur cette question-là en enchaînant directement sur la question suivante. Comment voyez-vous l'innovation dans votre domaine? Bon, je dirais que l'innovation dans l'informatique est passionnante car elle ouvre de nouvelles possibilités à un rythme incroyablement rapide. Donc, nous sommes au XXIe siècle et nous voyons que des technologies, ça pop de partout. Donc, cela signifie constamment repousser des limites de ce qui existe déjà, de ce qui a déjà été créé, de ce qui est possible, de ce qui peut être créé. Et ces solutions peuvent être rendues plus efficaces, peuvent être plus intelligentes et plus accessibles, excusez-moi, pour résoudre les défis du monde réel. Donc, parce que les défis des problèmes, il y en a tous les jours qui viennent, il y en a qui sont là depuis des années, et bon, on va dire que la tâche repose sur les informaticiens pour les résoudre. Ok. Juste là, avant que Vocom tu enchaînes, il y a Intropapset qui demande qu'est-ce qui vous a inspiré à développer ces projets, donc les 2 projets que vous avez cités récemment. Donc, bon, pour moi, Vocom, vas-y. Non, vas-y. Bon, d'accord. Pour moi, j'allais dire que, comme je l'ai dit, c'était pour pouvoir aider les étudiants. Moi-même, étant un étudiant, je sais ce que c'est que d'arriver à un moment à la fin du mois, de plus avoir quelques sous pour pouvoir finaliser son mois. Donc, ainsi que la situation de quelques amis avec qui je passe la plupart de mon temps. Donc, ce projet que j'ai réalisé, c'était plus pour aider mes confrères étudiants et moi-même pour les mois où on sait que vraiment ça va pas. Donc, je suis sûr que ça peut aider des millions d'étudiants à travers le monde. Mais j'ai pas encore pensé à déployer l'application, mais je penserai à le faire à l'avenir pour que ça puisse aider la plus grande partie des étudiants qui sont dans le besoin. Et du coup, toi... et du coup, c'est ce qui est bon à développer ces projets, c'est par exemple qu'en développement, par exemple, il y a plusieurs technologies. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que tu ne peux pas maîtriser toutes ces technologies, en fait. Il faut juste faire le maximum, comme quoi se concentrer sur 2 ou 3 technologies. Et les autres technologies, bon, c'est que tu essayes d'avoir juste les bases de ces technologies-là, en fait. Et le fait de développer certaines applications où on vous impose des technologies que vous n'avez jamais utilisées, ça va vous permettre d'avoir des bases sur certaines technologies, en fait. C'est ça l'avantage, en fait, de développer certains projets de ce genre. Et du coup, ce qui t'a inspiré à faire le projet, je suppose que c'était dans un concept de stage ou... Non. Déjà, nous sommes informaticiens, nous aimons l'argent. C'est déjà le premier objectif. Ne vous inquiétez même pas. C'est ça l'objectif, parce que une application de gestion des tâches, c'est un type d'application qui va durer presque plusieurs années. Et voilà, quoi, c'est quelque chose qui est très recherché pour le moment. Et comme je l'ai dit, notre premier objectif, c'est de l'argent. Plus les gens l'utilisent, plus vous avez des revenus, en fait. C'est ça pour le moment. Mais aussi, il y a la découverte de nouvelles technologies, comme je l'ai dit, à utiliser, parce que un informaticien, c'est pas un surhomme, c'est une personne normale, mais comme la société nous regarde comme des extraterrestres, alors que nous sommes des humains, c'est ça, en fait. Du coup. Voilà. Il faut juste que ça va te permettre d'avoir des bases sur certaines technologies et de maîtriser d'autres, en fait, parce que tu ne peux pas tout maîtriser. C'est comme si tu maîtrises un peu, bon, je vais anticiper quelque chose, Laravel et Angular, et
tu as les bases sur Flutter et autre chose, mais tu les maîtrises pas carrément. Mais tôt ou tard, on va vous donner un projet qui va consister sur ce genre de technologie, en fait. Ne vous inquiétez pas. Ok. Donc moi, je vais juste aller dans votre sens, hein. Généralement, ce qui inspire, c'est en premier l'argent. Ensuite, c'est soit dans un concept de stage, ou encore dans un concept de j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de monter quelque chose, je trouve une équipe avec des amis et on y va, quoi. Donc j'ai une question qui va arriver, on va faire une pause le temps que la question arrive, je vous la mettrai ici. D'accord, Ok. d'accord. Là, pour pas faire de blanc quand même, tout à l'heure tu parlais de technologie beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner ta technologie préférée si tu devais en choisir entre, même si je connais la réponse à l'avance, si tu devais en choisir entre tes Tout le technologies. monde connaît ma technologie préférée, c'est Flutter, la technologie de développement mobile qui est, voilà, parce que moi j'aime de base tout ce qui est développé par Google, en fait, vu que Flutter c'est une technologie qui a été développée par Google. Ouais, je dirais que c'est ma technologie préférée, sauf que j'aime pas Angular, sauf si c'est développé par Google, c'est pas mon truc. C'est les trucs obsolètes là, je laisse ça. Je préfère plutôt les technologies les plus récentes comme Intéressante, ouais. Flutter lui-même et les Ruby Rails ou quelque chose comme ça, ou encore les langages de programmation comme Golang, des trucs comme ça. Ouais. Ok. Nathan? Bon, moi, pour ma part, je pense que aussi tu connais déjà la réponse, c'est la technologie ASP.NET modèle MVC. Donc MVC pour modèle du contrôleur. Donc son modèle offre une structure claire et modulaire qui facilite le développement et la maintenance des applications. Et je pense que c'est une technologie qui est affiliée à Microsoft. Donc c'est une technologie que je trouve vraiment très intéressante, notamment pour sa structure modulaire, sa flexibilité, son contrôle total sur le HTML et le JavaScript qui, en somme, on va dire le front-end. Donc, contrairement à des webforms, genre le ASP.NET offre une contrôle total sur ton front-end. Donc, ce qui permet aux développeurs de créer des interfaces utilisateurs vraiment personnalisées et réactives. Et aussi, il y a le côté test unitaire qui est facilité parce que la structure MVC facilite le test unitaire car les différents composants de l'application peuvent être testés individuellement. Donc, tout est séparé. Tu as ton modèle de ce côté, tu as la vue de l'autre et il y a le contrôleur un peu plus loin. Donc, ça améliore vraiment la qualité du code et la fiabilité de l'application. Donc, on va dire que c'est vraiment ma technologie préférée parmi toutes les qui existent et de loin, c'est la meilleure, je trouve. Bon, ça c'est Ok. personnel. Après, vous avez vos idées, donc les goûts et les couleurs ne se discutent pas, comme on dit. Ok. Je crois, moi aussi, c'est pas la peine de répondre parce que voilà. Bon, je vais quand même répondre. Ma technologie préférée, ça va dépendre du temps. En web, je n'utilise quasiment que du Laravel parce que voilà, je suis un gros flemmard si vous voulez conseiller ça comme ça. Et tout ce qui va être du mobile, ouais, je vais partir sur, quand même, comme beaucoup me l'a dit, les technos de Google, donc Flutter et tout. Et bon, en guillemets, pour développer des jeux vidéo de mon côté qui ne sortiront jamais parce que voilà, ça ne paye pas, j'utilise Unity avec C Sharp pur. Donc, on va continuer sur la question que j'ai reçue. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'avancée de l'intelligence artificielle? Ah, des fameuses IA comme ChatGPT. J'attendais cette question. Pourrait-elle révolutionner le monde au point de réduire la demande de développeurs, voire supprimer ce métier dans un avenir très lointain? Qu'est-ce que je pense de l'avancée des technologies de l'intelligence artificielle? Bon, il y a toujours un pour et un contre. Moi, je suis pour parce que je vais dire que ça peut faciliter vraiment certains domaines, notamment nous les informaticiens, parce que on va dire qu'on est vraiment surchargé, surtout les projets où je dois travailler en solo. Je suis pas contre pour que une IA vienne t'aider d'un côté, mais il faut pas non plus abuser. D'un côté, toi tu es humain, tu sais ce qu'un humain ressent. Par exemple, si on te demande de développer une application de gestion des tâches, bah, si tu donnes toute la responsabilité à ton IA, l'IA ne ressent pas d'émotion, elle va juste te pondre un truc monotone et sans vie. Alors que toi, en tant qu'humain, tu peux savoir ce qui plaît à des gens. Tu as des émotions, tu as des sentiments, tu peux créer une interface réactive qui va plaire aux humains comme toi, alors que comme je le disais, une IA, elle ne ressent rien. Elle va juste répondre à tes exigences, à ce que tu lui as demandé de faire et un point c'est tout.
Donc, Mhm. tout ce qui est révolution, je pense que vraiment c'est de la révolution, mais il y a certains corps de métier qui sont en danger. Notamment le Mhm. nôtre, parce que, bon, on va dire qu'on a créé le monstre de Frankenstein, parce on se met nous-mêmes dans la sauce, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça a des pour et des contre, je vais dire. Je ne suis pas contre, Mhm. mais je ne suis pas aussi pour totalement à 100%. Mais comme on dit, c'est de l'innovation, il faut s'adapter à un moment et il y a des métiers qui meurent et il y a des métiers qui voient le jour. Donc, on est des êtres humains, on va forcément trouver un moyen de s'adapter. C'est pas quelque chose d'insurmontable non plus. Mhm. J'irai dans le même sens. Je dirais que la hype qu'il y a aujourd'hui niveau intelligence artificielle, ChatGPT, fameux Devin, on ne sait pas si c'est un poisson d'avril ou pas, elle est trop poussée. Parce qu'on ne peut pas vraiment parler de disparition du métier, dans le sens où, si on revient bien dans l'histoire, la première IA en vrai, c'était Elisa, c'était en 1966 quand même. Le premier vrai chatbot. C'est pas aussi poussé que ça l'est aujourd'hui, mais quand même, un chatbot en 66 qui de base devait remplacer en guillemets les psychothérapeutes. Je sais pas si vous la connaissez, Elisa. Vous irez peut-être Non, ça me dit chercher. rien. Mais Ouais, Ouais. ouais, justement, j'en ai entendu parler c'était un film qui s'appelait quelque chose ouais. de Souvent, eux, ils étaient Enigma. en panique totale parce qu'ils se disaient que, ouais, Ouais, Elisa va prendre ma place, j'ai plus, mon métier, il a plus le truc d'exister. Mais on voit que, bon, on est en Afrique, on n'a peut-être pas de psychothérapeute ici, mais quand même, je me dis que leur métier n'a pas disparu pour autant. Donc, je me dis que c'est juste une évolution. Il faut juste s'adapter et continuer avec. Ceux qui se feront dépasser, ceux dont les métiers vont disparaître, c'est ceux qui vont vouloir rester sur le fameux modèle classique et qui ne vont pas vouloir se mettre à jour et aller avec les avancées technologiques. C'est une adaptation qu'on a à faire, comme toujours, comme dans tous les langages qui évoluent, c'est une adaptation qu'on a à faire de notre côté aussi. Faire avec. ouais, ouais, parce que même récemment, il y a eu des IA qu'ils ont eu à développer. C'est-à-dire comme le cas de l'IA Software Engineering là, qu'on vient de voir, qui s'appelle Devin AI, je pense. Donc, Ouais. il y avait des questions comme quoi l'IA va-t-elle remplacer les ingénieurs logiciels? Pour répondre à ces questions, je dirais peut-être que oui, dans une certaine mesure. Cela signifie que, par exemple, comme il a spécifié tout à l'heure, Nathan, des trucs de tâches, cela signifie que les travaux de bas niveau comme les tâches monotones, les activités de codage simple, tout ça sera remplacé. Mais le génie logiciel ne se limite pas à cela, en fait. Mhm. Mhm. Et la planification sont des éléments très essentiels que je ne vois pas l'IA faire de sitôt. C'est déjà impossible en y pensant. Sinon, si c'était le cas, chaque entreprise prendrait, par exemple, une IA comme Devin, comme je l'ai spécifié. Chaque entreprise mettrait Devin de garde dès que Ouais. possible. Maintenant, si. Comme par exemple, il y a une autre question aussi que les gens se posaient, que j'avais vu déjà encore hier, c'est-à-dire que est-ce que l'informatique en vaut encore la peine? La peine, La ouais. question, ouais, parce que ça se voit que les gens ils commencent à douter en fait de leurs compétences parce que ça les pousse maintenant à ne plus voir les technologies. Mais pour répondre à cette Ouais. question, je dirais que Mhm. oui, parce que alors que on voit que par exemple le monde progresse vers la technologie, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Et il est plus logique que jamais de se lancer dans l'informatique en fait, poursuivre, Mhm. poursuivre ce diplôme et spécialiser en IA ou ML en fait, Modeling Language. Et les personnes qui comprennent comment utiliser l'IA ne seront probablement pas remplacées par celle-ci en fait. Tout à C'est fait ça le d'accord truc. avec ça. Bon, Tout à fait après, d'accord avec pour moi, je tiens à ajouter un truc. Donc, vous ça. n'êtes pas obligé d'avoir un master en IA ou bien en analyse de données. Bon, au moins, juste Ouais, comme l'a dit beaucoup, apprendre les bases. Vous devez au Yes. moins connaître les bases de l'informatique parce que ça va vous rattraper plus tard. Et ça, je vous l'assure, ça va vraiment vous rattraper si vous n'avez aucune compétence en informatique. Donc, juste si vous pouvez suivre une formation en ligne, parce qu'il y a presque tout de nos jours sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez la technologie que vous cherchez à augmenter vos compétences dans cette technologie, et ensuite vous suivez une playlist. Ou alors, bon, pour le rapprochement, il y a la formation de mon collaborateur Alex.
Tu peux aller faire des recherches. Il y a beaucoup de formations en Laravel, en modélisation 3D, jeux vidéo, tout ce qui est WordPress. Donc vraiment, je pense qu'il va vous partager le lien de la formation plus tard et vous allez voir, c'est vraiment très complet. Je vous la conseille franchement. Voilà. Le placement de produit, il était parfait. Ouais, Ah. toujours. Ouais, en fait, la plus grande peur que les gens ont en ce moment à propos de l'IA, c'est comme par exemple ceux qui ont déjà des emplois, leur peur c'est qu'ils soient licenciés en fait. C'est de ça qu'ils ont peur pour le moment. Mais Mhm. est-ce pour cela que les licenciements se produisent? Je pense que non. Comme par exemple, des licenciements dans le secteur technologique au cours les 2 ou les dernières années sont principalement dus à des conditions, comment j'expliquais ça, on peut dire macroéconomiques, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'argent en circulation dans l'économie comme pendant la Covid, mais maintenant les taux d'intérêt sont élevés en fait. Il y a donc moins d'argent à investir. Cela, pour autant que je sache, n'a rien à voir avec le remplacement des ingénieurs logiciels par l'IA en fait. Ouais. En fait, on ne peut pas concrètement parler de remplacement, peut-être de dépassement. Parce que si le monde évolue et que toi, tu veux toujours rester dans ta mission quotidienne du je fais ci, je fais ça, je rentre chez moi, forcément, si le monde avance, toi, tu restes sur place et du coup, tu te fais dépasser par les autres. Donc, Si, c'est ça. c'est Comme je vois, plus un déplacement qu'un remplacement. je crois qu'il y a quelqu'un qui a un peu compris ce qu'on a expliqué parce qu'il dit que on peut dire que l'IA est comme une calculatrice pour le développeur. Oui, si c'est. Voilà. Là, j'ai une autre question qui vient, donc tu peux continuer à répondre pendant que je la tape. Je crois que beaucoup, mais il a eu un problème, non? Il voulait répondre à la question. Il a bugué. Je pense. Bon, je vais prendre sa place. Bon, comme il a dit, ce métier est est un métier d'avenir, oui, mais comme il a dit, lors de la création de la calculatrice, tout le monde pensait que les mathématiciens étaient finis, mais non, vous voyez bien que la calculatrice, elle sert à faciliter la vie des mathématiciens, mais elle n'a pas pour autant remplacé les mathématiciens. Donc, je pense que l'IA, elle va dans la même lancée. Elle est là pour aider les gens dans leur quotidien, mais elle ne pourra pas les remplacer. Donc, ne vous inquiétez pas sur tout ce qui est question d'IA parce que vous aurez toujours votre job si vous êtes déjà salarié et vous aurez un futur métier si vous êtes étudiant ou freelance. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est la vie, quoi. Donc, comme Après, je il l'ai faut dit, pas on faire des s'adapte promesses. et trucs. Ouais, en On fait, peut pas leur faire des promesses et ne pas les tenir. Ouais. en fait ça va vous permettre juste de travailler en rapidité en fait. Parce qu'il y aura certaines tâches que voilà, vous n'aurez pas le temps à coder ça, par exemple, certaines lignes, et que si vous demandez l'IA de faire, par exemple, centrer un div, des trucs comme ça que vous avez oublié, bon, il va vous centrer ça et vous pouvez vous copier, vous coller. Comme il l'a spécifié tout à l'heure, Nathan, avec la calculatrice, c'est-à-dire la calculatrice, elle a permis aux mathématiciens de faciliter le calcul, en fait. Comme par exemple, si tu mets des calculs comme 1 divisé par 0,2, oui, c'est pas la main qui va te faire ça quand même. Il te faudra une calculatrice. Et les personnes qui comprennent comment utiliser l'IA ne seront probablement pas remplacées par celle-ci. C'est impossible. Tu vas l'utiliser comme une calculatrice, comme il l'a dit en fait. Ouais. C'est ça, je crois que c'est les gens, ils ont toujours peur du changement au début. Ils veulent peut-être pas forcément changer leur quotidien. Mais bon, on est obligé d'avancer avec, quoi. Ça fait partie du métier à la base. Parce qu'on sait déjà que les langages évoluent, qu'on est constamment appelé à se mettre à jour. Je ne vois pas pourquoi il y a cette peur d'être dépassé ou d'être remplacé par l'IA. Je ne sais pas si on peut continuer sur la prochaine question. Le métier de développeur est très stressant. Déjà, êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Moi, je dirais oui. Je sais pas bon, je dirais oui d'un côté conception en fait, du côté conception, ouais. Parce que c'est ça la base déjà du développement, c'est-à-dire savoir faire une conception et à partir de la conception commencer le codage. Le codage c'est pas dur, c'est-à-dire le codage se base sur la conception en fait. Si tu n'as pas une bonne conception et tu pourras pas coder en fait parce que il y a une différence entre être un développeur et être un programmeur, en fait. Ouais, exact. Parce que c'est ce qui est trop mélangé, par exemple, ici en Afrique. Ils prennent le développeur pour un programmeur et
voilà quoi, on comprend plus ce qui se passe. Le développeur est en train de coder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a une autre personne qui fait les conceptions. Et cette personne-là, on ne connaît même pas c'est quoi son métier en fait. C'est ça le truc. Alors que c'est le développeur qui devait résoudre le problème, faire la conception. Par contre, ça, c'est stressant. Comme ça, on est d'accord que c'est stressant. Parce que si tu fais une conception, par exemple, et que tu donnes ça au programmeur et qu'il y a des feedbacks, et que il y a des feedbacks au niveau du produit, on ne va pas critiquer le programmeur, mais c'est plutôt le développeur qu'on va critiquer. Ouais. C'est ça, c'est ce qui est stressant en fait. Je crois que sur ça, on est tous d'accord. Ensuite, comment on fait pour gérer le stress? Comment vous faites pour gérer le stress? Bon, je laisse la question pour Nathan. Bon, déjà, je vais répondre à la première question. Le métier de développeur est très stressant. Bon, oui, ça c'est indéniable, c'est vraiment très stressant. Bon, je vais vous parler de mon expérience personnelle en ce moment pendant mon alternance. Donc, on va dire que je suis le seul développeur de la structure dans laquelle je suis. Donc, on va dire qu'à peu près tout repose sur moi. En Afrique, quand tu dis que tu es développeur, on pense que tu sais tout faire. Tu dois faire du réseau, tu dois faire de la maintenance, tu dois faire du développement, mais c'est pas ça en fait. Il y a des catégories. C'est comme, dans le domaine du BTP. Il y a l'architecte, il y a les maçons, il y a. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas une seule personne qui fait tout. C'est pas pour rien qu'on catégorise les secteurs. Tu peux pas être bon partout. Tu choisis. C'est comme juste les études. Bah, en première et deuxième année, on est tous en tronc commun, donc tout le monde fait à peu près la même chose. Mais il arrive un moment où on sépare, les routes se séparent. Il y en a qui vont se spécialiser en réseau, il y en a qui vont se spécialiser en millage, il y en a d'autres qui vont se spécialiser en génie logiciel. C'est pas pour rien qu'il y a une séparation. C'est pour faciliter en fait l'apprentissage, parce que comme l'a dit mon collègue beaucoup, on est des humains, on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, tu te spécialises dans ce que tu penses être la meilleure voie pour toi et ensuite, tu fonces, quoi. Mais vraiment, oui, le métier de développeur est très stressant. Mais comme on dit, il suffit juste de s'organiser. Quand tu t'organises, tout devient plus facile. Et moi, bon, pour évacuer le stress, je peux dire que j'aime beaucoup tout ce qui est jeux vidéo. Donc, on va dire que quand je code et je vois qu'à un moment, bon, ma patience atteint ses limites, j'éteins mon PC, je le mets de côté et j'essaie de lancer une petite game de Fortnite ou d'Apex Legends. Et bon, j'avoue que ça me permet de me détendre un peu. Bon, s'il y a des passionnés aussi, vous pouvez laisser vos expériences dans le chat et ça peut nous permettre aussi de faire le rapprochement et bon, de voir un peu nos styles de vie et les vôtres, quoi. Donc, voilà pour ma part. Ouais, toujours preneur. Du coup, moi, je vais répondre. Vas-y. Je ne sais pas si on peut dire que je gère le stress parce que j'ai déjà failli casser des écrans ici. Donc, non, en vrai, c'est comme Nathan l'a dit, c'est lancer des games, essayer de déconnecter du code. Généralement, quand tu te déconnectes et que tu reviens après, tout est plus clair. Et quand tu essaies de vouloir enchaîner, forcément, tu te rajoutes du stress sur toi et ça ne peut pas passer. On va pas oublier que tu as versé de l'eau sur ta souris aussi. Ah, on va pas en parler ici. Du coup, comme tu veux répondre à la question, comment tu fais pour gérer ton stress? Bon, pour gérer mon stress, c'est-à-dire j'utilise par exemple certains logiciels pour organiser le travail déjà. C'est-à-dire le stress, ça provient de quelque chose qu'on ignore en fait. Lorsque tu dois faire un truc et que tu ignores cette chose en fait, c'est là-bas que d'où provient le stress déjà. C'est-à-dire il faut que tu évites les procrastinations, c'est-à-dire lorsque tu planifies de faire ce travail pour 3 jours, bon, il faut le terminer dans ces 3 jours-là, quoi qu'il en soit. C'est ça. Maintenant, si tu programmes un travail et que tu ne le fais pas, c'est là-bas que commence le stress en fait. Parce que j'ai eu des expériences sur ça. Et il ne faut pas procrastiner les travaux, en fait, faire le travail en temps, utiliser des outils de gestion de tâches ou bien de gestion de projets comme Notion, qui est un outil très avancé où tu pourras gérer tous tes projets et voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut juste éviter de remettre les tâches à demain en fait, alors qu'on peut les faire maintenant. Ok. Du coup, la question continue quand même parce qu'elle est sur 3 commentaires. Donc, une deadline beaucoup trop rapprochée, trop de projets durant la même période, un chef de projet trop exigeant, tout ceci peut être source de stress. Je crois qu'on en a déjà parlé. Quelle a été votre pire expérience au sein d'une entreprise ou juste durant votre carrière de dev?
Non, je crois que si je parle, on va venir me chercher demain et on va m'enfermer. Non, dis. On t'écoute, vas-y. Non, je vous laisse commencer d'abord. Je vais répondre ensuite. Ok, bon, comme tu commences ou j'y vais? Non, vas-y. Bon, d'accord. Pour ma part, on va dire ma pire expérience en tant que développeur dans ma carrière, c'est le fait d'être seul. En fait, la solitude, c'est pas bon. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la structure actuelle où je suis, où je fais mon alternance, je suis le seul développeur AK informaticien. Donc, bon, vu qu'on généralise informaticien, c'est celui qui fait tout en Afrique. Donc, on va dire, je suis le seul informaticien développeur. Donc, en fait, l'informatique, c'est un métier où on doit être en équipe. Et ça, c'est vraiment important parce que une seule personne peut faire des tâches, mais ça va prendre plus de temps que si on le fait en équipe. Si on est en équipe, on peut se partager les tâches. Il y en a un qui fait ça, l'autre qui fait ceci, et ça va aller beaucoup plus vite. Alors que quand une seule personne fait des tâches, ça prend plus de temps. Par exemple, un truc qui devrait prendre une semaine à deux, tu peux le faire en 2 semaines ou voire plus parce que tu dis que tu es seul. Donc, tu as plus de tâches à réaliser pour ta propre personne. Donc, bon, c'est ma pire expérience. Être le seul informaticien dans une structure où vraiment l'informatique est important et bon, on doit utiliser l'informatique pour résoudre des problèmes. Voilà. Bon, pour ma Ok. part, je dirais par exemple que la pire expérience, c'était de ne pas... Parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'organisation du travail. Et la pire expérience, c'était par exemple d'aller en vrille comme ça, commencer à développer une application comme ça, sans organisation, sans mettre en exergue toutes les tâches à faire, et que c'était en groupe et que chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, à la dernière minute là-bas, c'était chaud en fait. Et commencer à faire des trucs bizarres. Et après, lors de la présentation, c'était la pire faillite qui puisse exister en fait. On nous a critiqué toute la présentation, je vous dis. Maintenant, c'était ça la pire expérience. Le truc, c'est d'éviter de ne pas planifier les tâches et de travailler en groupe, comme l'a dit Nathan. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez en groupe, il faudra faire des workflows, c'est-à-dire travailler en, en plusieurs fonctionnalités et affecter des fonctionnalités à chaque personne en fait. Et de ne pas essayer de faire beaucoup de choses en même temps. C'est ça peut vous causer beaucoup de problèmes en fait. Donc, moi, du coup, je vais partir sur un point de vue freelance, vu que vous êtes déjà parti sur un point de vue entreprise. Donc, moi, je vais juste dire, c'était récemment même, c'était un projet sur lequel on était censé travailler avec un client. C'était d'ailleurs un truc qui était censé être très facile, c'était une refonte de site internet avec WordPress. Donc, ça ne devait pas prendre de temps. On avait programmé de commencer en décembre et de le finir en janvier, donc un mois pour finir ça, parce qu'il y avait déjà toutes les ressources, le contenu était là, les images étaient là. Déjà de 1, on a pris au final 4 mois parce qu'on a terminé le mois passé, du coup, ça fait qu'on a travaillé de décembre à avril. Pour une somme qui devrait durer pour un mois. Donc déjà de 1, ça c'est très stressant de travailler pour une durée que tu n'avais pas prévue du tout. Et tu es là à changer, à faire des modifs qui n'étaient pas prévus de base dans le cahier de charge et tu les fais gratuitement. Je sais pas. J'aime l'argent, oui, mais me lever chaque jour comme ça, travailler dans le vent, or que j'ai été payé pour un truc que j'ai déjà finalisé et qu'on me dise que oui, il faut changer ci, il faut changer ça pendant des mois, chaque semaine, je sais pas comment j'ai survécu à ça. Ouais, le truc, c'est que la plupart, ils pensent que voilà, tu veux changer ça juste par un seul clic et ça va marcher. C'est ça les conséquences des clients, en fait. Au niveau des clients. Du coup, on passe à la question suivante de Glenn, même si on arrive en retard. Vous pensez quoi de l'utilisation des intelligences en milieu académique pour des étudiants qui n'ont pas de base, par exemple en informatique? Je crois que beaucoup m'étaient déjà passés sur ça, si tu veux revenir sur ça. Bon, l'utilisation de l'intelligence artificielle en milieu académique pour des étudiants, je dirais que d'une part, c'est pas mauvais, c'est bon. Si tu maîtrises ce que tu fais en fait, c'est-à-dire si tu comprends la conception que tu fais, c'est-à-dire on te donne quelque chose à faire et que tu sais comment le faire, sauf que là, bon, tu veux aller encore plus rapide et là-bas, tu vas utiliser les intelligences artificielles.
Maintenant, si c'est pour faire ça comme ça, c'est-à-dire pour passer à autre chose, là, ça devient problématique en fait, parce que là, tu comprends rien de l'algorithme déjà, et ça peut vous amener à faire, par exemple, des duplicata si c'était un projet, c'est-à-dire à chaque fois vous dupliquez, c'est-à-dire lorsque vous écrivez une fonctionnalité et que vous ne comprenez pas la fonctionnalité, il peut y avoir des fonctions qui sont au niveau à ce côté que vous pouvez utiliser sur d'autres fonctionnalités en fait. Sauf que là, toi, tu ne comprends pas ce que fait la fonctionnalité, donc tu vas être obligé de dupliquer la fonction sans que tu t'en rendes compte en fait. Le problème, c'est ça en fait d'utiliser l'intelligence artificielle en milieu académique. Tout d'abord, il faut apprendre les algorithmes et bien les comprendre. Et après, voilà, si tu veux, tu peux utiliser l'intelligence artificielle. Ouais, ouais. Surtout que je recommanderais pas ça pour un début d'apprentissage, honnêtement. Mais bon, on peut pas venir surveiller tout le monde sur ce qu'il fait. Donc bon. Du coup, tac, tac, tac. Ensuite, c'était dans la sous-région, les entreprises utilisent-elles plutôt le développement natif ou le développement cross-platform et en termes d'employabilité, quelles sont vos observations? Moi, je dirais, bon, je sais pas c'est quoi les réalités, mais je suppose que c'est le cross-platform qui est le plus prisé. Parce que c'est une perte d'argent pour l'entreprise d'aller sur du natif au final. Ouais. Bon, le natif aussi, ça peut donner de l'argent, comme si c'est, par exemple, les développements iOS, c'est quelque chose qui paye considérablement. Maintenant, le mieux, c'est, je pense qu'ils vont sur du cross-platform parce que c'est plus apaisant, en fait. Tu n'auras pas à développer Android à côté et iOS à côté. Tu développes tout sur une même source code. Et voilà quoi. Par contre, à terme d'employabilité, bon, je ne connais pas beaucoup au niveau de la sous-région parce que je ne connais pas plus les entreprises de la sous-région. Peut-être que Nathan en connaît ou bien encore toi, Alex. Honnêtement, non. Je Je m'intéresse pense pas du tout. que je peux être qualifié pour répondre à cette question parce que j'ai un peu fait le tour de cette question, notamment dans mon alternance. Donc, dans la sous-région, le choix entre le développement natif ou cross-platform dépend souvent des besoins spécifiques de l'entreprise. Donc, toi, en tant que développeur, avant d'arriver dans une structure, tu peux pas savoir si elle développe en natif ou en cross-platform. Donc, tout dépend des besoins réels de l'entreprise dans laquelle tu vas aller. Et aussi, tout dépend des compétences disponibles localement. Donc, mais bon, il y a quelques observations qui peuvent être faites ou bien alors des conseils. Donc, généralement, les grandes entreprises, elles ont des ressources et des budgets. Donc, elles peuvent se concentrer sur le développement natif. Or que les petites et moyennes entreprises, je les conseillerais plus le développement cross-platform pour réduire les coûts de développement et le temps. Donc, tout ce qui est employabilité, je pense que les développeurs qui maîtrisent les deux concepts peuvent vraiment se faire beaucoup d'argent parce que vaut mieux maîtriser plusieurs technologies plusieurs concepts qu'un seul, quoi. Donc, je pense que vraiment, bon, ça dépend. Ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise, mais bon, je dirais que le développeur qui maîtrise les deux compétences peut vraiment trouver son gagne-pain, on va dire. Ok. Il y a Iqbal qui dit un peu la même chose. De plus en plus en vogue plutôt, même si React Native est le meilleur. Ouais. Ok, papy Iqbal. Ce sont les gens de TypeScript. Pensez-vous développer durant toute votre vie? Je crois que la question elle est unanime. Voulez-vous vivre du code ou croyez-vous que vous vous en laisserez et passerez un jour à autre chose? Développer toute ma vie, non, je pense pas. Je préfère plutôt, par exemple, à un moment donné, passer à ce qui est du niveau marketing, en fait, avec le développement, parce qu'on peut faire du business à partir du développement et ça rapporte beaucoup. Parce qu'à un certain âge là, comme je l'ai dit tout au début, il faut se concentrer sur l'argent et les codes là, il faut laisser ça de côté en fait. Ce sera plus pour nous. Mais bon, il y a des gens qui font ça jusqu'à présent, hein, comme par exemple l'année dernière où je faisais stage là. Oui, le gars, il avait presque
plus de cinquantaine, mais c'était un développeur senior déjà. Ah ouais, non, Il dit, ouais, il dit qu'il aimait les codes. Déjà, l'argent, ça lui importait encore peu. Je lui dis, ah, d'accord, tu verras après. Quel que soit mon amour pour le code, je ne me vois pas à 50 ans être là à être sur le code et à vouloir me mettre à jour. Non. Après, peut-être je pourrais le faire pour le fun, en mode sur des projets fun. Dans mon coin, oui, pourquoi pas, mais non. Comme maintenant, non. Je ne crois pas que j'aurai la force là. Ouais, bon. Peut-être passer à un nouveau, peut-être consultant sur certains domaines, par exemple consultant à Excel. Je pense que c'est ce que ton frère fait. Et passer au champ de fraise. C'est tout. Les fameux moi, pour ma part, je me suis fixé une limite. C'est 30 ans maximum. Dès que j'atteins mes 30 ans, je laisse tout ce qui est développement d'applications, développement web, développement mobile, tout ce qui touche ça au code. À 30 ans, je laisse tomber. Et je rejoins l'idée de Bokoum parce que je voudrais aussi me former en tout ce qui est management, marketing digital, etc. Parce que le développement, ça demande beaucoup de capacités cognitives. À un moment, à un certain âge, il faut savoir prendre du recul parce qu'on va se le dire. À un certain âge, nos cellules grises ne fonctionnent plus comme à l'époque de nos 20 ans, 19 ans. Donc vraiment, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui sont vraiment passionnés et qui développent jusqu'à leur retraite. Mais bon, ça c'était avant. Si tu me parlais de ça il y a 20 ans, bon, il y a 20 ans, j'étais peut-être un nourrisson, oui. Mais si tu parlais de ça à des gens 20 ans en arrière, ils pouvaient te dire oui, ils allaient développer jusqu'à leur retraite. Mais de nos jours, je pense pas que, vu les technologies qui voient le jour et qui existent déjà, je pense pas que développer à partir d'un certain âge, ça sera vraiment bénéfique pour ta santé mentale et physique. Donc non. On est tous d'accord au moins pour ce point-là. Ouais. Selon vous, en tant que jeune, si on peut dire qu'on est jeune, pour être un bon informaticien, est-ce qu'on doit se priver de toutes les autres choses de la vie, comme les relations amoureuses ou des trucs de jeunes, par exemple? Alors là, c'est une très bonne question. Merci de la pertinence de ta question. En vrai, je dirais que oui et non. Tout dépend de ton organisation, de comment tu t'organises en fait. Comme l'a dit Bokoum, il faut savoir gérer son temps et ses tâches. Donc après, c'est à ton entourage de comprendre que tu es développeur. Tu n'as pas forcément le temps à un moment T donné de faire telle activité et que tu dois pouvoir reporter certaines activités qui sont vraiment futiles à un autre moment donné de ta vie ou de ta disponibilité. Donc tout ce qui est amoureuse, je pense que tu dois pouvoir choisir un partenaire qui comprend le métier dans lequel tu évolues. Et bon, franchement, non, je ne vous conseille pas de mettre de côté tout ce qui est relations amoureuses et trucs de jeunes, comme tu le dis, parce que c'est ça qui te permet d'évacuer le stress et la pression. Mais il faut savoir quand faire quoi exactement, comme l'a dit beaucoup. Tout a un temps où ça doit être effectué. Il ne faut pas trop mélanger ce qui doit être fait au moment actuel et ce qui doit être fait plus tard. Le fait de les mélanger, c'est ce qui va accentuer plus le stress en fait. Je vous dis par exemple, imagine tu es dans une relation amoureuse et que là-bas tu as une décision, il y a des garçons faibles comme Simon. Ils vont essayer dans le lit à pleurer là. Je te dis, il y a plus dur que ces déceptions-là. Les bugs de, je ne sais pas, plusieurs mois là. C'est clair. Parce que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si tu as travaillé sur des grands projets, mais sinon, il faut essayer pour voir que, voilà quoi, les trucs de relation amoureuse là, ils ont leur temps. D'abord, c'est le développement et l'argent. Ouais. Chaque chose a son temps. Exactement. En attendant qu'il n'y a pas d'autres questions qui viennent tout de suite, je vais rebondir sur ce qu'on vient de dire là. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà été victime du syndrome de l'imposteur ou du God complexe dans votre parcours? Donc, je vais juste faire une petite définition de ce que c'est. Le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment qu'on a de ne pas mériter ses succès ou ses accomplissements, malgré les preuves concrètes, contraires, en guillemets, que notre entourage peut nous faire comprendre. Et le God complexe, le complexe du Dieu, c'est une conviction exagérée de cette personne. Et on a foi en sa capacité, on est souvent accompagné d'un sentiment aussi de supériorité envers les autres. Et souvent, c'est envers les autres que corps de métier.
si vous êtes déjà arrivé d'avoir l'un de ces deux ou les deux sentiments-là. Bon, pour ma part, on peut dire que j'ai été victime du syndrome de l'imposteur, mais à mes débuts. À mes débuts, parce que, comment dire, dans une classe ou dans une société donnée, il y a forcément des gens qui sont toujours meilleurs comparé à toi. Donc, comme on dit, tu peux être fort, mais il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi quelque part. Et ça peut être juste à Ouais. côté de toi ou bien à des kilomètres de toi. Donc, quand tu réalises un projet, tu y mets tout ton cœur, toute ton âme, et que à côté, il y a vraiment le crack de la classe, le génie qui code depuis qu'il a 6 ans, qui vient te balancer un projet. Ouais, c'est ça. Le gars, il vient de balancer un projet qu'il a réalisé en 2 jours, alors que toi, ça t'a pris un mois pour faire la même chose. Tu te demandes si vraiment est-ce que tu as ta place. Donc, mais ça, c'est des questions que tu peux te poser à tes débuts. Mais quand tu évolues, tu vois que chacun a ses capacités. Lui, il peut être bon en développement, mais mauvais en communication. Alors que toi, tu es bon en communication et que tu es assez bon en développement. Donc, en fait, tu peux combler le fossé qu'il y a entre toi et lui, tu vois. Donc, ouais, pour ma part, mais tout ce qui concerne le God Complex, non, j'ai jamais ressenti ça parce que tu peux être meilleur que quelqu'un en ce moment, mais la personne peut te dépasser plus tard. Et comme je l'ai dit, il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Là, Ah. bon, comment dire, en Afrique, on est vraiment limité, tout ce qui est technologie, il faut se le dire. Mais il y a des, on va dire qu'on est quoi? On est entre une tranche de 20 ans et 30 ans. Donc, on va dire qu'il y a il y a des petits Asiatiques qui ont 10 ans, qui font des trucs que nous, on pourra jamais faire, il faut se le dire. Ouais, Donc, ouais. tout ce que tu fais, il faut te dire qu'il y a quelqu'un de meilleur que toi et qui peut te battre dans ton domaine. Donc, il faut souvent prendre du recul et te dire que, ouais, je suis bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et aider les gens qui sont moins bons que moi? Parce qu'il faut se le dire aussi, c'est en apprenant qu'on apprend encore plus. Donc, quand tu aides Ouais. quelqu'un qui a des difficultés, bah, tu vas avoir des failles que toi-même tu avais et que tu peux surmonter. Donc, voilà à peu près tout ce qui concerne ma personne. J'aime bien la phrase que tu as dit à la fin. C'est en aidant les autres que comme tes difficultés. C'est exactement dans l'esprit là depuis la première année quand, entre guillemets, j'aidais les gens avec les cours sur lesquels ils avaient des difficultés. Que j'ai fini. Bon, je sais pas si j'ai fini aujourd'hui dans la formation, mais j'essaie en tout cas de finir la formation. Beaucoup? Bon, à ce qui me concerne pour le syndrome de l'imposteur, bon, on peut dire que ça m'est presque jamais arrivé. Mais il faut pas se voir supérieur aux autres en informatique en fait, parce que si on prend par exemple dans le domaine de l'entreprise, un développeur junior et un développeur senior, ce que le développeur junior fait en 2 heures de temps, la plupart du temps, le développeur senior peut faire ça en 10 minutes ou quelque chose comme ça. Même si, par exemple, le développeur junior, par exemple, parfois, il est meilleur que le développeur senior, peut-être que c'est dans le domaine technique, mais en termes de communication, par exemple, il est supérieur à lui. Là, c'est autre chose, en fait. Et comme Nathan a précisé, nous sommes dans un pays où les technologies sont limitées. Nous sommes limités, je veux dire, même si ce n'est pas dans le domaine de l'informatique, parce que dans tous les domaines, les gens sont limités. Parce que tu l'as déjà précisé depuis le début, les gens ont peur du changement, en fait, déjà. Maintenant, si nous sommes dans ce pays où la technologie, nous sommes limités, on ne peut pas se prendre supérieur aux autres, en fait, comme les Asiatiques où eux, à chaque fois, ils s'exportent de nouvelles technologies et que nous sommes là à rester, par exemple, dans toutes les entreprises où tu vas, on va te demander Angular. Jamais, c'est rare, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va te demander des Next.js, Flutter ou autre chose, en fait. Ça, les gens aiment bien rester dans ce qu'ils connaissent déjà. Exact. Ils aiment rester dans ce qu'ils connaissent déjà. Tant qu'ils maîtrisent ça, c'est bon, ils s'en foutent. Ah. Du coup, là, il y a Aluntoué qui nous demande, est-ce que vous pensez aller à l'étranger? Silicon Valley Dream, ouais. Perso, c'est un rêve que j'ai abandonné il y a longtemps. Mais si je peux les informaticiens, la Silicon Valley, tout le monde veut y aller. Mais le fait, oui, il faut avoir une très grande compétence, en fait, pas seulement techniquement, mais
En termes de communication aussi, Donc, faut exceller, surtout communication là-bas. il faut exceller là-bas aussi parce que tu peux maîtriser toutes les technologies du monde, même si c'est impossible. Et que voilà, tu vas rester ici. Tu vas jamais travailler au niveau de la Silicon Valley. Si tu n'as pas Ça, c'est une drôle très parce bonne... que les gens vont se dire, ouais, développement, ils vont associer ça directement au code, directement à la technique, directement à tout ce qui est pratique. Mais avec les dernières années-là, je m'en suis rendu compte, c'est juste la communication, c'est savoir se vendre. Ouais. Ouais, Donc, c'est pas tout le temps le produit. Il faut aussi la communication. Parce mm, qu'on a vu, par exemple, beaucoup de concours où, en termes techniques, c'était top, mais la communication les a fait perdre tout le concours, en fait. Même récemment, il y a eu dans notre école, on a vu une technologie qui était top en termes de... C'était une technologie sur la pisciculture, des trucs comme ça. La technologie était propre, mais la communication, c'était autre chose. ça restait à voir. Ouais. Et du coup, Nathan, aller à l'étranger, Silicon Valley, Bon, pour ma part, oui, ça peut être un objectif personnel de vie, aller à l'étranger. Bon, Silicon Valley, tout ça. Bon, je pense que actuellement, je n'ai pas le niveau requis pour être là-bas, parce que bon, je dirais que seuls les élus, quelques élus, sont sélectionnés pour être là-bas. Et comme je l'ai dit, en Afrique, on est très limité. Et les Américains, vraiment, on peut pas comparer un développeur américain à un développeur sénégalais. Il y a vraiment pas de comparaison à faire parce que eux, ils ont, depuis leur naissance, ils ont toutes les dispositions pour vraiment évoluer dans le domaine de la tech, alors que nous, bon, on a qu'à se dire la vérité, on est vraiment très limité. Donc, je ça, pense que c'est non. ça, c'est Oui, le vas-y, syndrome vas-y. de l'imposteur. Non, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce qu'en Afrique, bon, on n'a pas toutes les technologies qui nous permettent de vraiment avancer, alors que eux, ils ont. Non, c'est pas une question de se rabaisser. Donc, il faut juste dire la vérité. Parce que c'est en acceptant la réalité qu'on évolue plus, en fait, je vais dire. Donc, c'est peut-être un objectif de vie, mais je pense qu'actuellement, mon niveau ne me permet pas d'aller à la Silicon Valley. Bon, à l'étranger, oui, tu peux aller te former à l'étranger, mais bon, moi, je parle plus de la Silicon Valley et tout ça. Mm. C'est pas du Bon, rabaissement, mais c'est plus de la réalité. c'est pas qu'on n'a pas les moyens d'évoluer comme ces gens-là, c'est que on veut pas, c'est-à-dire on a peur. C'est ça le truc, parce que Ouais, On ouais. bon, je dirais pas non. Donc si tu te vois la différence, c'est bon. Par exemple, comme je l'ai tout le temps spécifié, ici par exemple, toutes les entreprises utilisent les technologies les plus anciennes déjà. C'est rare que tu vois des entreprises qui utilisent les nouvelles technologies. À l'école aussi, par exemple, c'est la même chose. Ils ne vont pas t'apprendre les nouvelles technologies, en fait. Et aussi, des gens aussi, même si ce n'est pas dans le domaine académique, dans le domaine autodidacte, bon, ou en informatique, tu dois apprendre par toi-même, tout le monde le sait. Une fois qu'ils maîtrisent une technologie, c'est bon. S'il y a une nouvelle technologie qui sort, oui, ils s'en foutent, ils passent à autre chose. Ils disent, bon, je maîtrise déjà cette technologie, je ne veux pas toucher à ça. Alors que la nouvelle technologie, là, elle est plus avancée et plus simple même à utiliser. Mais ils n'ont pas essayé d'explorer cette technologie pour le savoir, en fait. Mais quand Parlant de ça même, ouais, je connais une entreprise dont les serveurs tournent encore sur Windows XP. Je ne dirais pas le nom de l'entreprise, mais leurs serveurs sont encore sur Windows XP. Ouais, quand tu as pensé à aller à l'étranger, Silicon Valley Dream, bon, moi je dis que par exemple en informatique, moi, ce qui m'intéresse déjà en informatique, c'est pas par exemple aller à l'étranger au Silicon Valley Dream ou autre chose en fait. En tout cas, là où je vais, j'ai l'argent. C'est ça mon truc déjà. Il me faut beaucoup d'argent déjà. Maintenant, que ce soit Silicon Valley au niveau de Google, Microsoft, Apple ou autre chose, non. Même si c'est là-bas, en tout cas, qu'on me donne beaucoup d'argent lorsque je travaille, c'est bon. Ok, Picsou. Ouais, c'est Elon Musk. Je passe à la question suivante. Souvent, est-ce que vous avez envie de tout abandonner et de passer à autre chose? Oh, tu n'as pas vu les Mercedes qui passent là tout le temps, tu dis tu abandonnes. Vas-y. Tu vas marcher après, tu vas rien comprendre. Ça peut arriver, mais moi je me dis si je lâche, je fais quoi après derrière? Parce que concrètement, je sais faire que ça. Du coup, ouais, je vais dormir, je vais faire une game et je reviens sur ça, quoi. Ouais. Le truc, C'est vrai, hein, d'aller dormir et de revenir, c'est bon. Ça va, cette chose va changer.
C'est vrai parce que, bon, à un moment de ta vie, tu es vraiment dépassé par les événements et tu te dis que est-ce que je vais pas juste balancer mon PC par la fenêtre et ça y est, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Mais non, en fait, parce que derrière, tu as des gens qui comptent sur toi, tu as des parents, tu as des frères et sœurs, tu as de la famille, tu te dis que si tu arrêtes, qu'est-ce que tu vas faire? C'est juste, c'est juste des moments où tu doutes de toi, mais bon, comme je l'ai dit, tu fermes ton PC, tu vas faire une promenade, je sais pas, tu vas voir ta copine, tes amis, tu évacues le stress et tu verras que, bon, toutes les pensées négatives vont passer, quoi. On passe tous par des moments d'hésitation, mais bon, à un moment, il faut Mm. revenir à la réalité, te dire que tu as des responsabilités et tu as des gens qui comptent sur toi, quoi. Si tu arrêtes, qu'est-ce que tu vas faire? Et comme l'a dit beaucoup, Ouais. tu vois, tu as des Range Rover, des Mercedes, des BMW qui passent. Ça peut être une bonne source de motivation. Tu te dis que dans 5 ans, dans 2 ans, ce sera moi qui roule dans ces voitures. Donc, ça motive et ça te redonne le sourire. Voilà, Bon, surtout en tant qu'homme, voilà, l'homme a toujours des responsabilités en fait. Le fait évidemment. d'abandonner, c'est pas une option pour l'homme. Exact, Et exact. il faut savoir aussi Mhm. sacrifier certains trucs et prendre des responsabilités. Certaines valeurs que l'homme doit prendre, c'est la responsabilité et la persévérance en fait. C'est ça le truc. Mm. Exact. Mm. Donc, je vais check si, en attendant d'autres questions me viennent dans ma liste que j'avais faite. Si on revient sur la question des technologies, comment vous faites pour choisir une techno plutôt qu'une autre? Ah, il y a une question qui arrive. Donc, vite fait, on répond à celle-là et on passe là. Bon, pour cette question, comment vous pouvez choisir une technologie par rapport à une autre? Je vais te demander comment tu choisis la manière dont tu t'habilles par rapport à un autre. Donc, tu Mm. choisis un vêtement dans lequel tu te sens à l'aise, tu te sens important, tu te sens mis en avant. Donc, comme je l'ai dit, tu vas pas choisir une technologie que tu ne maîtrises pas. Tu vas choisir une technologie dans laquelle tu te sens vraiment bon, où tu sais que tu pourras résoudre les éventuelles erreurs, les éventuels bugs. Tu sais que tu pourras partager tes problèmes avec un ami aussi qui s'y connaît un peu. Mm. Donc voilà, c'est à toi de savoir tes qualités et tes faiblesses selon les technologies que tu as apprises. Et c'est à toi de Mm. faire le tri pour savoir laquelle tu maîtrises le plus, laquelle tu maîtrises le moins et de la mettre en avant. Mm. Ouais, c'est ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Bon, Beaucoup. le choix des technologies aussi peut dépendre, par exemple, des besoins euh, d'une application que vous allez développer, en fait, parce que il y a Ouais, des surtout. applications qui sont plus faciles à développer avec Laravel, d'autres c'est plus facile à développer avec Next, et ainsi de suite, en fait. Il ne faut pas Mm. juste se focaliser sur comme quoi je La maîtrise techno. seulement Flutter, voilà, je vais faire tout pour que cette application marche à partir de Flutter. Là-bas, tu vas te mâcher les doigts sans t'en rendre compte. Il faut Mm. prévoir tes besoins d'abord avant de passer au niveau technologique. Ouais, d'accord. Donc, il y a Simon qui demande, est-ce que vous pouvez partager vos méthodes pour trouver des clients sur Internet? Bon, généralement, c'est de la prospection. C'est à toi de savoir comment te vendre et où te vendre sur Internet. Après, si tu veux en parler de manière plus détaillée, j'ai écrit une formation sur ça. Il y a le lien en épinglé dans les commentaires. Tu peux aller checker pour voir. Mais sinon, ouais, c'est savoir où chercher, où te vendre, faire beaucoup de pubs, de la patience aussi, quand même. Parce que quand j'ai commencé le freelance, avant de trouver mon tout premier client, j'ai pris limite 1 an à me réveiller chaque jour, postuler sans réponse avant de trouver le premier. Mais le premier, c'est le point de départ. Une fois que tu trouves le premier client, c'est la porte ouverte aux autres. Grande opportunité. Après, je te laisserai aller voir en description la formation Ouais, en question. il faut juste faire du networking, c'est-à-dire connaître les autres gens qui sont dans le même domaine que toi. Par exemple, une personne que tu connais au niveau, par exemple, de LinkedIn ou bien Twitter, il peut avoir quelque chose, un travail, et va dire, ah, je connais un certain Simon qui fait du développement mobile, bon, je peux vous mettre ensemble et que tu travailles sur ce projet. Ça commence comme ça, mais après aussi, il faut s'améliorer dans le freelance, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Sinon, je pense qu'Alex fait des trucs de freelance. Bon, si tu suis sa formation, tu verras. Et en tout cas, c'est une très belle expérience de freelance. Ça te permet d'ouvrir tes horizons
et s'ouvrir à de nouvelles technologies. Donc, PHP ou JavaScript en 2024. Je C'est comme dirais beaucoup me l'a plutôt, dit tout à l'heure, hein, tu ne dis pas à l'avance, je peux faire tel langage à tel langage. Tu vois en ouais, fonction des besoins spécifiques, des ouais. besoins que tu as. Mais bon, je recommande, par exemple, si c'est pour faire des trucs back-end, je vous dis PHP. Et Mm. en termes de front, tu peux prendre JavaScript. Il y a pas... Même si j'aime pas JavaScript, bon, je dirais que c'est meilleur en termes de front. Il n'y a pas meilleur que ça en termes de front, ne vous inquiétez même pas. Peut-être en termes de back, on peut choisir PHP comme les technologies Laravel, trucs comme ça. Mm. Tac, tac. Pour le web development en 2024, je vois que, enfin, j'ai remarqué que là, on a plus une tendance à partir sur du JavaScript, ce qui m'étonne encore un peu jusque-là. Les gens sont plus côté JS avec Angular, tout ce qui est Next et tout. Donc, en 2024, concrètement, je te dirige JavaScript. Mais bon, il faudra encore faire une étude des besoins dans Ouais, ce qu'on te demande, voir si tu choisis PHP ou JavaScript. ouais. Même en 2024, il y a des langages qui remplacent PHP comme Golang, qui est un langage très utilisé ces dernières années. À la place de PHP, en fait. Si c'est pour parler de PHP côté backend, ouais, je dirais Golang est encore plus développé parce qu'il y a Iqbal qui a posé tout à l'heure, qui a parlé tout à l'heure. Lui, je Mhm. pense qu'il utilise Golang au niveau backend. Et c'est un très bon langage Ouais. et la syntaxe, elle est merveilleuse. Dans d'autres questions, je vais checker encore ma liste. Pam, 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 pam. Je ne sais pas s'il y a des débutants dans le chat, mais celle-là, elle est pour vous. Est-ce que vous avez des conseils à partager aux débutants, ceux qui souhaitent se lancer dans l'informatique? Bon, le premier conseil que je peux vous donner en tant que débutant, c'est s'il vous plaît, apprenez l'anglais. Parce que c'est vraiment la base importante de tout développeur. Et ensuite, comme je l'ai dit, en tant qu'informaticien, vous serez souvent amené à travailler en équipe. Et si vous ne Mhm. savez pas partager vos idées, vous imposer dans certaines situations ou partager vos Mhm. connaissances, ça va vraiment vous poser des problèmes. Donc, Ouais, ouais. c'est les deux conseils que je peux vous donner, l'anglais et apprendre à communiquer. Mhm. La communication est très importante, par contre, tu viens de l'évoquer. Quand on pense informatique, on pense souvent au stéréotype du geek dans sa chambre noire qui est seul et qui fait ses trucs dans son coin, mais la communication est vraiment primordiale. Parce que si tu pars sur du ouais, je suis en solo, je dev, après je livre, quand tu vas dev et tu vas livrer et que le client il sera pas d'accord, c'est sur toi que ça retombe. Donc si t'es pas bon en communication pour bien gérer le projet entre soit tes collaborateurs ou soit avec le client, c'est un peu chaud. Et l'anglais aussi, c'est important parce que les meilleures ressources, si tu cherches des trucs en ligne, si tu veux te former ou si tu veux des docs, la plupart même des docs sont en anglais, même si tu peux toujours travailler ça en français. Mais l'anglais est carrément important pour ce corps de métier-là. Ensuite, il y a Freud qui demande, avez-vous des difficultés à trouver des stages ou emplois? Ouais, ça c'est une bonne question. Beaucoup? Ouais, ouais, il y a beaucoup de difficultés pour trouver des stages ou emplois parce que, par exemple, maintenant, surtout dans le domaine des stages, les gens cherchent maintenant je dirais pas qu'ils cherchent des stagiaires, mais plutôt des gens qu'ils vont exploiter parce que ils recherchent des ressources en fait. Parce que Mhm. ils recherchent des ressources en fait parce que les entreprises sont dans des situations où ils ont besoin de plus de développeurs pour le moment pour aller vite en fait. Donc du coup, Mhm. lorsqu'ils choisissent le stagiaire, ils regardent bien les compétences en fait. Ils ne regardent pas comme avant où par exemple on prend un stagiaire pour prendre un stagiaire et dit voilà c'est un stage académique, une immersion en entreprise. Non, maintenant tu vas en entreprise, c'est pour travailler sur des projets de priorité 1 ou bien priorité 2 ou priorité 3 en fait parce que c'est comme ça qu'ils classent le projet. Donc pour Mhm. être stagiaire en ce moment, il faut avoir le niveau d'un employé. C'est pour Ouais. ça qui rend ça difficile en ce moment. Mhm. Mhm. Surtout qu'on est en Afrique, hein, on va pas se mentir. Bon, on va
là, on est en train de parler avec toutes les expériences qu'on a eues. Tu viens en entreprise, tu crois que tu vas faire, je sais pas, ça, un développement web, tu te retrouves à faire autre chose, tu te retrouves à faire du réseau, tu te retrouves à faire, voilà, je vais pas aller en détail, mais tu te retrouves à faire tout ce que tu pensais, sauf ce pourquoi tu étais vraiment là. Et Ouais, ouais, les entreprises, elles te voient comme une ressource à exploiter, hein. ouais. En fait, il faut juste bien spécifier, par exemple, au niveau de vos CV, ne pas mettre beaucoup de choses dedans, en fait, comme par exemple, faire juste ce que vous maîtrisez, mettez juste ce que vous maîtrisez au niveau du CV. Ne pas mettre développement Mhm. web, développement mobile, développement desktop. Yeah, Tout ça, yeah. si vous allez le regretter. Il faut juste mettre quelque chose comme dire que voilà, je suis développement web, je suis développement mobile, ou bien je suis développement desktop, mais pas tout, ou bien dire je suis développement full stack. C'est le pire truc qui puisse exister. Les développements full stack en entreprise, il faut les regarder là, ils sont à notre niveau. Mais en tout cas, la difficulté est là. Généralement, ceux qui s'en sortent le plus, c'est ceux qui ont des contacts. Encore une fois, on est en Afrique, donc tu as un contact, tu Ouais, as un tonton qui travaille dans tel, t'as pas de souci à te faire, quoi. Et bon. Et oui, les projets personnels, ça aide aussi beaucoup. Surtout si tu fais un projet, ça match avec ce que l'entreprise recherche pour des... Là, carrément, tu gagnes le jackpot. Tu gagnes le jackpot. Nathan, tu veux rajouter un truc pour les stages? Je sais pas s'il est là. Non, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. on t'entend. Ouais. Bon, j'ai pas vraiment grand-chose à rajouter, hein. Je suis la voix de mes collègues, ouais. Si vraiment tu as quelqu'un qui peut te placer dans une entreprise, c'est une opportunité à saisir. Mais Mhm. bon, c'est vraiment dur on va se le cacher, c'est vraiment dur de trouver un stage en tant que développeur dans, dans l'avancée actuelle des choses parce que bon, comme l'a dit beaucoup, les gens vont pas vous voir comme des stagiaires lambda, ils vont vous voir comme des développeurs parce que c'est ce que vous êtes en fait. Donc, vous Mhm. devez vraiment maîtriser ce que vous faites. Vous devez être sûr de vous, vous devez être confiant, vous devez savoir vous adapter à toutes les éventualités, à toutes les possibilités qui vont se présenter à vous et ça devrait aller, je pense, hein. Mais sinon, oui, c'est vraiment difficile de trouver un stage dans la sous-région si tu n'as pas quelqu'un qui peut te placer ou te mettre sur le devant de la scène, quoi. Chaud. Donc, il y a Lyon Touré encore qui demande pour un site qui compte pas recevoir un lourd trafic, vous opteriez pour une architecture MVC ou plutôt pour une API plus front? Bon, Bon, j'irai. Oui, vas-y beaucoup. non, je voulais dire de laisser Alex répondre à cette question pour le moment. Après, on verra. Bon, moi je vais dire ça va, même si c'est un petit site, ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment encore une fois du budget, parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais voilà. Ouais. Donc ça dépend du budget, ça dépend de qui va maintenir ça derrière. Ça dépend de comment ça va évoluer. Mais si tous ces paramètres-là sont vraiment réduits, assez limités, on part sur un classique, hein, on part sur du MVC. Maintenant, si tu sais que derrière, ça a du potentiel, que l'évolution, elle va être plutôt intéressante et que tu veux, par exemple, le faire pour ton portfolio parce que ça va être assez beau sur le CV quand même, tu pars sur une API front. Donc, le choix, il est d'abord en fonction de quelques critères, après, il est personnel. Mais si tu veux vraiment pas te casser la tête, c'est MVC direct. Il y a des fois où je reçois des projets, je réfléchis même pas. Ouais, ouais, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, en fonction des besoins aussi. Mhm. Mais je dirais plutôt, le truc, c'est de rendre, par exemple, votre projet lisible, en fait, parce que vous pouvez créer le projet. C'est-à-dire, par exemple, Alune peut créer le projet au niveau d'une entreprise et après, bon, il passe à autre chose, c'est-à-dire, il quitte l'entreprise et qu'il y a une autre personne qui vient Ouais. et qui doit Mhm. maintenir ce projet, en fait. Moi, personnellement, j'opterais pour le modèle MVC parce Mhm. que c'est un truc qui va rendre tout plus clair, en fait, créer des modèles, créer les vues à part et faire les traitements à part. Ça, c'est Mhm. top. Et lorsque Classique, du quoi. traitement, voilà, bien spécifier les noms des fonctions, même si c'est une fonction qui va, le nom va prendre toute une ligne, que ce soit que le nouveau développeur puisse comprendre en fait ce que fait ce traitement et le vue aussi, qu'est-ce que fait cette vue. Et au niveau du modèle, c'est aussi même chose en fait.
Mais personnellement, j'opte toujours pour le modèle MVC, que ce soit un D'accord? lourd trafic ou bien un trafic léger. Bon, en fin de compte, pour appuyer les propos d'Alexis Bokun, je peux dire que le choix entre le modèle MVC et l'architecture API, ça dépend des préférences de l'équipe de développement, de l'équipe qui est en charge de développer le projet. Donc, ça dépend aussi de la complexité du projet et des exigences comment dire, des clients. Et tout ce qui est matière de scalabilité, de flexibilité, ouais, comme il a dit, il faut savoir écrire un code lisible et bien organisé. De fait à ce Ouais. que, bon, l'humain n'est pas éternel. Si un jour, je ne souhaite pas, je touche du bois, quelque chose vous arrive, ou bien vous devez quitter l'entreprise, il faut penser à votre remplaçant. Est-ce qu'il pourra comprendre mon code? Est-ce qu'il pourra ajouter des modifications? Donc, je rebondis sur ça pour dire qu'il faut beaucoup commenter votre code parce qu'il y en a qui oublient de commenter le code et c'est vraiment un aspect très important à retenir, c'est de mettre des commentaires à chaque fonctionnalité pour permettre à votre successeur de savoir comment marche votre code, à quoi sert cette fonctionnalité, comment je pourrais interagir avec. En vrai, tout dépend du budget et des préférences de l'équipe de développement. Donc, Boum. Pas d'autres questions, donc je passe un peu à ma liste. Est-ce que vous avez des pièges à noter que les nouveaux développeurs devraient éviter? Je t'en prie. Des pièges à éviter, bon, on l'a déjà spécifié un peu plus tôt, c'est d'éviter l'utilisation de ChatGPT parce que vraiment, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, à partir du moment où tu utilises ChatGPT, c'est fini. Tu es pris dans une boucle sans fin. Dès que tu fais face à une petite erreur, bah, ce sera chat, ce sera chat, ce sera chat. Tu peux bien utiliser chat quand tu maîtrises déjà ce que tu fais, comme l'a dit beaucoup. Quand tu sais vraiment que tu es piégé, tu es dos au mur, tu peux pas vraiment trouver de solution, bah, tu peux te tourner vers l'IA. Mais Oui, dès le début, on te donne un projet, ça ouais, y est, tu vas voir chat pour dire, donne-moi la structure, donne-moi, je sais pas, l'arborescence, écris-moi un code qui va faire ça. Non, je ne le conseille pas, surtout aux nouveaux étudiants. C'est pas vraiment un conseil que je pourrais ouais. donner. C'est ça le piège en fait à éviter. Mm. Ok. Euh, Avez-vous une estimation sur la somme que vous vous êtes fait déjà en tant que freelance jusqu'à aujourd'hui? Passe à Je sais autre pas chose. si je sais pas si je peux entrer dans les détails. Bon, en tout cas, les freelance, bon, ça peut vous régler certains besoins personnellement. Ça va vous aider à régler certains besoins personnellement et à être autonome dès un certain âge, en fait. Surtout à notre âge là, où on est dans un continent où, voilà quoi, les trucs sont difficiles à gérer. C'est pour ça que la plupart des gens optent pour le freelance pour gérer leurs besoins, en fait. Je vais juste dire que c'est des roller coasters, c'est des montagnes russes. Il y a des mois qui sont plus bons que d'autres. Il y a des mois où Voilà. t'as carrément rien. Une estimation de la somme, je peux pas te donner de chiffres, mais je peux te dire que genre, tu as tout à y tirer, on va dire. Tu as tout à en tirer. Ah, je vais pas te donner un chiffre, chef. Je peux pas te donner un chiffre. Je veux pas soit te mettre des étoiles dans les yeux ou te décourager. Du coup, ça sera à toi de faire ta propre expérience sur ça. Ouais, il faut y entrer pour savoir, en fait, comment les stades, c'est des montagnes, ça monte et ça descend. En tout cas, c'est pas zéro. C'est pas zéro. Une question que j'ai notée aussi, vous êtes développeur, bien évidemment que vous installez Windows, que vous installez Word et que vous réparez des machines. Vrai ou faux? Bon, c'est vrai, hein, on peut dire c'est un b.a.-ba quand tu es dans la sous-région. Bah oui, hein, c'est vrai aussi. Bon, quand on dit développeur, il faut pas tout le temps penser que tu manges du code. Tu dois Oui. savoir utiliser des outils comme Word, Excel, PowerPoint. Et vraiment, je pense que Alex a une formation dessus ou bien va la créer. Une formation pour vous apprendre à faire de bons PowerPoint. Parce que j'ai remarqué que vous pouvez avoir de bonnes idées d'application, mais comme ils l'ont dit, il faut savoir vendre l'application.
Et forcément, quand vous allez aller pour un pitch, il vous faut un PowerPoint. Vous n'allez pas venir les mains vides et vous lancer, oui, voici mon application, elle permet de faire ça. Non, vous allez, vous allez mettre en avant un problème, le problème qui vous a permis de développer cette application. Et ensuite, vous allez énoncer la solution qui est bien évidemment votre application. Et tout ceci, ça va passer par la maîtrise des outils comme Excel, Word ou PowerPoint. Donc, ouais, c'est allez faire un tour sur le lien de sa formation. Et si la formation n'est pas encore disponible, il va la mettre en avant. Donc, voilà. Merci pour le placement de produit. Par contre, mais je suis pas vraiment totalement d'accord avec le vrai, parce que on doit pas assimiler le fait d'installer Windows et Word, de maîtriser Excel, de réparer des machines avec le fait qu'on est développeur. Moi, je pense pas avoir commencé le développement en sachant faire Windows Word. Je crois que c'est avant. Je crois en terminale même déjà, je savais comment installer Windows, Word, tout ça. Je crois que c'est ceux qui doivent être renseignés au lycée, je trouve. Je sais pas. Bon, même si c'est pas au lycée, c'est le truc qu'on peut apprendre. C'est ça, hein? Personnellement, ouais, toi seul dans ta chambre, tu dois savoir faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas lors de votre formation qu'on vous apprend à utiliser Excel. Hein. Eux, ils pensent déjà que vous maîtrisez tout ça. Donc, c'est à vous de savoir. On va dire que ce sont des b.a.-ba. Il faut maîtriser ça avant de vous lancer dans une formation tech. Donc, ouais. La question qui fâche. Combien de temps vous dormez par nuit? Bon, ça aussi, ce sont des montagnes russes. Hein. Donc, bon, moi, personnellement, je suis limité à 3 heures de sommeil par nuit. Il y a des jours aussi où je ne dors pas, notamment les jours où j'ai une présentation à faire dans mon entreprise ou plus personnellement dans le cadre scolaire. Donc, ouais, donc, il est important de souligner que tu ne dors pas beaucoup. Tu peux être bien organisé, mais il y aura des jours où tu vas pas bien dormir. Parce que personnellement, moi, je suis maniaque. Tant que je me suis fixé une tâche, tant que je ne la finis pas, je me permets pas de dormir. Parce que j'aime pas repousser des trucs à demain. Donc, ce qui fait que je suis là sur la même tâche jusqu'à 5h, 6h du matin. Et je vois que, il est trop tard pour dormir. Donc, je vais prendre ma douche et je vais directement travailler, quoi. Donc, ouais. Pareil, moi, c'est plus pour plus pour une question de vibe. J'aime plus la vibe de la nuit. Donc, je sais pas si c'est devenu une mauvaise habitude. Je crois que je l'ai pris pendant le Covid. Afin de pouvoir dormir, mon cycle, il est carrément pété. Mais même si j'ai pas de projet à rendre le lendemain, même si j'ai rien à faire, je pourrais s'éveiller toute la nuit. Et du coup, avoir des heures de sommeil en journée. Si je n'ai pas des trucs à faire la journée, si je n'ai pas entreprise, si je n'ai pas cours. De toute façon, je travaille la plupart du temps en ligne, donc j'ai la liberté de rester chez moi la plupart du temps. Beaucoup. Bon, moi personnellement, il faut que je dorme 7 heures par nuit pour que mon cerveau puisse fonctionner. C'est pour ça que j'évite de travailler la nuit sur des fonctionnalités qui peuvent durer en fait. Comme l'a dit Nathan, lui, il ne dort pas tant que ça ne fonctionne pas, tant que la fonctionnalité elle ne marche pas. Moi, j'évite ces genres de fonctionnalités en fait à une certaine heure. À une certaine heure, il faudra que j'utilise les fonctionnalités les moins robustes et finir ça et voilà, aller me coucher et me réveiller à 7 heures. Et ce système-là, je l'ai vu de quelqu'un que je connais bien. Lui aussi, il m'a expliqué que, bon, tu le connais, c'est Iqbal, et lui aussi, il m'a expliqué que voilà, il faut qu'il dorme 7 heures pour que son cerveau puisse fonctionner. Et après, lorsque je me réveille, après 7 heures de sommeil-là, par exemple, si je me réveille à 6 heures du matin, quelque chose comme ça, et que je commence à travailler, oui, tout comme, ça marche comme, voilà, sur des roulettes. Tout commence à fonctionner, en fait. Comme quoi, ça varie. Par contre, 7 heures, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, moi. C'est clair. Ouais. Là, je crois que j'ai fait les tours des questions que j'avais notées. Est-ce que dans le chat, vous avez envie soit de nous rejoindre directement en vocal pour poser vos questions, soit de les poser directement dans le chat? Ah oui, j'ai pas évoqué la question du processus de développement d'application. Est-ce que vous êtes plutôt sur une méthode particulière ou si vous êtes sur la méthode classique, genre analyse, modélisation, conception et implémentation?
Bon, moi, pour ma part, je ne suis pas la méthode classique. La méthode classique, elle préconise d'abord l'analyse des besoins, ensuite la Mhm. modélisation, pour enfin Mhm. passer au développement. Mais bon, moi, je suis pas trop cette logique. Je suis plus du genre Mhm. à sauter dans le bain la tête la première. Donc, Mhm. je commence à coder, donc je suis plus back-end. Je commence à développer les fonctionnalités d'arrière-plan. Et ensuite, Mhm. dès que je vois que tout ce qui est fonctionnalité back-end marche, c'est là que je commence à faire le front. Donc, tout ce qui est modélisation, architecture, comme les diagrammes de classe, diagrammes de cas d'utilisation, je les fais pas. Je les fais sauf si je suis contraint ou si le client ne voit vraiment pas du tout dans quelle optique je suis en train de développer l'application. Là, je suis obligé de faire une modélisation pour lui montrer à quoi va servir l'application. Et si je vois que Mhm. j'arrive à communiquer avec le client et que il a un esprit un peu de compréhension, là, je fonce directement dans le bain pour gagner du temps. Parce qu'il faut se le dire aussi, la Mhm. modélisation, je vais pas dire que ça va vous prendre beaucoup de temps, mais il faut quand même avoir du temps de côté pour pouvoir le faire. Donc, non, moi, je Ouais. suis pas la méthode classique. Ouais. Ok. Ok. Et t'as pas peur que ça se retourne contre toi un jour ou est-ce que ça s'est déjà retourné contre toi de pas suivre la méthode classique? Parce qu'on entend beaucoup en école que ouais, c'est ça qu'il faut suivre, c'est ça qu'il faut faire et tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, non, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des retombées, comme on dit. Mais peut-être un jour, oui. Bon, si on dit que c'est la méthode classique, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est que des gens ont fait Mhm. des tests et des trucs. Mais pour moi, c'est ma méthode de travail. Il faut pas aussi Mhm. négliger la façon dont toi tu travailles parce que Ouais, ouais. c'est la façon dont j'avance le plus vite, quoi. C'est la façon avec laquelle je suis la plus à l'aise de travailler. Donc, peut-être que je devrais essayer sur un projet de suivre la méthode classique et de voir ce que ça donne, mais ce n'est vraiment pas ma tasse de thé, je trouve. Mhm. Beaucoup? Bon, pour ma part, je dirais que bon, si c'est pour des projets de bas degré, bon, on peut Mhm. opter pour la méthode classique parce que ça marche souvent pour ce genre de projet. Mais si c'est Mhm. pour les projets en haut degré là, mon processus de développement, ça commence par exemple par une analyse des besoins des utilisateurs. Ensuite, Mhm. suivi de la conception des interfaces utilisateurs et de l'architecture logicielle en tant que telle. Et Mhm. ensuite, je passe à la phase de développement où je divise le projet en petites tâches réalisables et je teste régulièrement pour identifier et corriger les bugs lors des tests et essayer de recevoir des feedbacks et les mettre en mode hotfix, quoi. Ok, monsieur DevOps. Donc, Laisse. on a une autre question. Comment faire pour connaître la branche dans laquelle se spécialiser? Car ouais, car il y a l'embarras du choix en informatique, ça c'est clair. Bon, moi, ce que je vais te conseiller, c'est déjà d'énumérer ce que tu ne veux pas faire en informatique. Parce que si tu commences à réfléchir à ce que tu as envie de faire, c'est clair que tu auras l'embarras du choix. Donc, commence à penser à ce que tu ne veux pas faire. Comme ça, tu vas déjà éliminer une bonne partie. Et ensuite, quand tu as éliminé tout ce que tu ne veux pas faire, bon, tu listes ce que tu as envie de faire. Tu vois dans quel domaine tu sais que dans 10 ans, 20 ans, tu ne seras pas dégoûté d'être dans ce domaine, tu vois. Il faut te dire que, bon, c'est vrai qu'il faut penser à l'argent, mais il faut aussi penser à ce qui va te motiver à te lever et aller chercher cet argent, tu vois. Parce que Mhm. tu peux bien trouver un métier qui te paye 10 millions par mois, mais si le matin tu galères à te lever aussi pour aller travailler, je veux te dire que ça va pas vraiment t'aider. Donc, c'est à toi de savoir un peu dans quel domaine tu sens que tu vas durer et que tu as les capacités nécessaires pour pouvoir gérer les tâches qu'on va te confier dans cette branche. Donc, bon, Ouais. comme je l'ai dit, déjà, commence par éliminer ce que tu ne veux pas faire. Et tu vas voir que dans ton esprit, ça serait plus clair pour toi de voir ce que tu as vraiment envie de faire. Mhm. Bon, je dirais que le truc, c'est juste une question de maîtrise en fait, parce que même s'il y a l'embarras du choix, il y a une partie où tu excelles le plus en fait. Même si tu excelles dans tout, Ouais. il y a forcément une partie où tu excelles le plus. Tu n'excelles pas dans tous les domaines au même niveau, c'est impossible. Il y a forcément une partie où tu excelles le plus, tu essaies de chercher cette partie-là et que tu essayes de le maîtriser carrément pour que, par exemple, si tu vas dans un entretien, imagine tu vas dans un entretien, on te dit, bon, qu'est-ce que tu sais faire?
tu vas énumérer tout le département de l'informatique. On va te dire, lui là, il est fou, quoi. Comment c'est possible? Le Maintenant, fameux le full truc, stack. ouais. Maintenant, il faut juste que tu vois le domaine où tu excelles le plus et d'apprendre ce domaine-là et d'essayer de le maîtriser carrément. Mais n'essaye pas de tout maîtriser en même temps, c'est impossible. C'est pas Mm. possible, ouais. Ouais. C'est juste qu'en fait, lister tout ce que tu sais que tu veux faire et voir ce qui matche avec ce que tu sais faire. Une fois que tu fais la jointure entre les deux là, je crois que tu es bon pour savoir ce que tu vas faire en fait. Il y a Simon qui me demande, ouais, est-ce que vous avez déjà bloqué sur une fonctionnalité pendant des jours? Bon, j'ai envie de te dire oui directement, hein, comme tout le monde. 24 jours. Ouais, ouais. Je suis bloqué dans une C'est fonctionnalité évident. durant 24 jours. C'est une fonctionnalité où il fallait faire entrer, je pense que c'était une méthode de paiement, sauf que c'était pas pour en Afrique, mais plutôt, le gars, c'était un Indien, quelque chose comme ça, ouais. Sauf que la méthode de paiement là, c'était bizarre, c'était autre chose. Cette fonctionnalité-là, ça m'a pris 24 jours, je te dis. Je n'ai jamais oublié comment ça s'appelait. Le truc s'appelait Rajayon Kir. Rajayon, qui est R-A-G-A, O-N-K-D-E-R. J'ai jamais oublié ça. Il faut que je cherche ça. Ça m'a pris 24 jours pour implémenter cette fonctionnalité-là. Mais là, ça va, tu l'as implémenté. Tranquille. Ouais, je l'ai implémenté et je l'ai livré depuis. Depuis, j'ai plus travaillé sur ce projet même. Est-ce que vous avez des perspectives de spécialisation à l'avenir dans les domaines de l'IA et de la data science, par exemple, vu que ce sont des métiers de l'avenir? Je vous laisse répondre. Bon, moi, je ne me vois pas me spécialiser en IA et en data science parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis fixé une limite de 30 ans, d'arrêter de tout ce qui est informatique à 30 ans. Donc là, je suis déjà dans la vingtaine, donc je vais dire qu'il me reste 10 ans. Donc je préfère plus me spécialiser en développement web d'applications et en développement mobile aussi. Bon, je me dis que 10 ans, c'est carrément large pour donner le temps à l'IA de venir nous seconder. Donc après passer mes 30 ans, je vais plus me réorienter côté management et marketing digital. Donc non, je me vois pas trop être dans un métier d'IA ou de data science. Moi, pareil, ce sera ni IA ni data science. Je pense que je vais me spécialiser plus, en tout cas pour le moment, c'est ce que je suis en train de voir, c'est plus technologie de réalité augmentée plutôt. Soit réalité augmentée, soit réalité virtuelle. Parce que c'est potentiellement le futur. C'est ce qui me passionne en son côté code. Ce qui me motive à ouvrir mon ordi et à écrire des lignes de code. Ouais, en fait, moi aussi, pour moi, je me vois bien dans les domaines de l'IA. Parce que, comme je l'avais spécifié, il faut savoir maîtriser quelque chose et avoir les bases sur autre chose, en fait. Mais je me vois bien dans le domaine de l'IA. Et Nathan l'a dit tout à l'heure. Il faut chercher ce que tu aimes et essayer de maîtriser ça. Et moi, j'aime beaucoup l'IA et la data science. Et si je commence ça, je vais me focaliser que sur ça et je vais laisser tout ce qui est développement mobile et web ou autre chose suivant. Et il l'a dit aussi dans le domaine de marketing, Nathan, le marketing avec l'IA, c'est de notre niveau. Hein. Il faut, c'est monstrueux. Ouais. Il faut voir aussi l'IA. Hein. C'est autre chose, ça va marcher avec l'IA sûrement. Parce qu'on voit par exemple des gens qui font du Airbnb, je ne sais pas si tu connais ça, et ils utilisent l'IA pour faire ça. Ils gagnent des 10 millions par mois. C'est monstrueux. Après, je tiens à préciser aussi que il serait bien de penser au côté travail personnel ou en groupe. Parce que comme l'a dit Alex, lui, il pense plus à se spécialiser en réalité augmentée, beaucoup, mais il est plus côté IA. Et moi, je suis, bon, on va dire, je suis un peu basique, je suis développeur d'applications web mobile et je vais me réorienter en côté marketing. Donc, à nous trois, on peut dire dans 10 ans, on peut monter une boîte qui va rallier ces trois aspects et créer quelque chose de vraiment pesant sur le marché de l'emploi et de la technologie.
Donc, chacun a ses forces et ses faiblesses. Il faut parfois se regrouper en groupe pour pouvoir mieux avancer. Bon, seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin, quoi. Donc, il faut penser aussi à cet aspect. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Hein. En tant que débutant, à quel stade on peut se dire qu'on maîtrise la technologie et passer à autre chose? Oui, ça, j'avais envie de répondre à ça comme question. En fait, le problème des débutants, c'est qu'ils se disent, ouais, je vais commencer une techno, je vais aller de A à Z. Moi, je ne recommande pas forcément ça parce que, au final, on ne peut pas dire qu'on maîtrise une technologie. Si quelqu'un se met devant toi et te dit que, ouais, je maîtrise cette technologie, il est en train de te mentir parce que la technologie, elle évolue sans cesse. C'est juste qu'il faut aller sur la technologie que tu veux apprendre, faire des petits projets, plein de projets sur ça et te dire que oui, tu peux faire des projets sur ça maintenant. Est-ce que tu la maîtrises? Parce que c'est un grand mot maîtrise quand même. Parce que ce que tu as fait aujourd'hui, dans 2, 3 ans, ça sera outdated. Des nouveaux trucs vont sortir, vont se rajouter. Et est-ce que à ce moment-là, est-ce que tu l'auras toujours maîtrisé? Non, je crois pas. Du coup, c'est juste prendre une technologie et faire le maximum de projets que tu peux dessus et te dire que demain, je peux, sans ressources, faire un tel projet. Et à ce moment-là, tu peux te dire que oui, je peux utiliser ces technologies-là, mais pas je la maîtrise. Ouais, le truc, en fait, c'est pour les débutants, je recommande de commencer par apprendre les langages, comme les technologies, comme vous le dites, et ainsi que les concepts de base de certains trucs comme les PO, la programmation objet et les bases de données. Mais également essentiel de développer des compétences en résolution de problèmes et en pensée logique déjà. Parce que lorsque vous faites des projets très évolués, comme l'a dit Alex, c'est là-bas que vous maîtrisez, entre guillemets, la technologie que vous utilisez, parce que les technologies évoluent en fait. Et à chaque fois, il y a des modules qui sont outdated. Si vous utilisez, si vous commencez en ce moment-là et que la technologie va se développer d'ici 2026, si vous utilisez des modules qui ont été développés en 2023, ça ne va pas marcher. Pour des modules en 2026, c'est impossible. Forcément. Mais on ne maîtrise pas carrément la technologie, en fait. Quand on parle de maîtriser, en fait, c'est de réussir à évoluer avec cette technologie en même temps. Mais pas maîtriser comme dans le sens de, voilà, je sais tout ce que fait cette technologie, c'est pas possible. Attends, tu veux rajouter quelque chose ou? Bon, non, pour ma part, vous avez totalement raison. Hein. Comme on dit, même si vous demandez à l'élite en informatique de ce monde, ils vous diront jamais que je maîtrise la technologie dans laquelle j'évolue. Donc, le tout, c'est de savoir ce que tu sais faire et de voir ce que tu peux améliorer dans ce que tu sais faire. Et comme on dit, on finit jamais d'apprendre. Il y a forcément de nouveaux trucs qui vont voir le jour. Et ce que tu maîtrises déjà, ça peut être révolu aujourd'hui. Et de nouvelles fonctionnalités vont voir le jour demain, tu vois. Donc, comme l'a dit beaucoup, il faut juste savoir s'adapter et avancer en même temps que le train, on va dire. Donc, voilà. J'ai pas vraiment grand-chose à dire sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez proposer ces domaines aux jeunes qui veulent se lancer dans l'informatique? Je suppose que tu parles des domaines dans lesquels on s'ouvre en perspective. Oui, pourquoi pas. Après, j'ai envie de te dire, on est encore junior, si je peux dire ça comme ça. Même on est encore soit en alternance, on a encore le statut d'étudiant. Donc, est-ce qu'on est qualifié pour conseiller à des gens de s'orienter vers une telle technologie alors que nous-mêmes, on n'a pas encore mis le pied dedans pour aller voir il y a quoi au bout du tunnel? Mais oui, pourquoi pas. Ouais, le truc de le conseiller, c'est par exemple, lorsqu'un débutant il vient, il vous dit, bon, je veux ce genre de projet, et vous énumère tous les besoins. Bon, là-bas, tu peux lui dire, bon, la technologie qui est plus appropriée pour utiliser ce projet, c'est la Laravel ou bien le truc ou bien autre chose. Mais quant à lui dire, bon, il faut s'approprier à maîtriser cette technologie-là carrément, non, nous, en tant que développeurs juniors, entre guillemets, on ne peut pas parce qu'on ne sait pas carrément ce qui se passe à l'intérieur de cette technologie. Finalement, notre avis sera juste en mode
parce qu'on est hypé par la techno. Ça ne sera pas en mode objectif parce qu'on sait ce qu'il y a comme Voilà, débouché. voilà, c'est ça. Donc, bon, pour conclure, je tiens à vous remercier de votre présence et des questions pertinentes que vous avez posées tout au long du stream. Donc, ce format est le premier de nombreux autres podcasts qui vont suivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like pour le référencement. Cela peut nous aider notamment pour faire connaître la chaîne aux yeux du monde. Et aussi, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les futures notifications de podcasts qui vont arriver. Parce qu'on peut vous le dire, il y en aura d'autres qui vont venir. Pas forcément dans le domaine de l'informatique, mais dans d'autres secteurs d'activité, mais qui sont étroitement reliés à la technologie web ou à la technologie de l'information. Donc, si cela peut vous intéresser également, n'hésitez pas à nous suivre et à partager avec vos amis et connaissances.